Mais j'aimerais qu'on parle de ce 7 février, cette date extrêmement importante, cet hommage aux 41 victimes du terrorisme islamique en Israël. On va écouter un témoignage très court et puis je vous passerai la parole. Un survivant du massacre du 7 octobre. Il était dans ce festival de musique, c'est un jeune, il s'appelle Itai Razimenko. Il raconte qu'il est le survivant d'une deuxième Shoah. Écoutez-le. On a appelé nos amis qui n'étaient pas avec nous dans le véhicule. Mais je les ai vus dans les vidéos filmées par le Hamas qui montraient comment ils les assassinaient. Ma famille est une famille de survivants de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Ils ont quitté leur patrie pour aller vers Israël et se sentir en sécurité. À mon tour, je suis un survivant d'une deuxième Shoah. Voilà pour ce témoignage. Franck Tapir, vous parlez vous aussi d'une deuxième Shoah ou pas? Oui, on essaie même de trouver un nouveau terme parce qu'on ne veut pas, bien entendu, comparer les deux événements qui sont, même s'il y a beaucoup de corrélations, puisque un pogrom en 2023, qui aurait pu l'imaginer, un pogrom, surtout sur des juifs, en terre d'Israël. C'est ça qu'il faut vraiment rajouter et insister sur ce point. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point, depuis le 7 octobre, alors qu'au démarrage, la France a très bien réagi, puisque la condamnation a été sans équivoque de la part du chef de l'État en disant « nous condamnons le Hamas ». Et pourtant, près de 4 mois après, nous n'avons pas encore eu d'hommage. Alors, le 7 février arrive. Il y a une date. On l'attendait encore une fois, mieux vaut tard que jamais, mais pourquoi avoir attendu? Mais c'est ça qui est intéressant. Pourquoi avoir attendu 4 mois pour reconnaître ces victimes? Parce qu'elles étaient franco-israéliennes, donc juives. Ça gênait qui, finalement? Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on doit être gêné de rendre hommage à des victimes parce qu'elles sont de telle ou telle religion? C'est ça qu'il faut se dire. C'est la première fois de l'histoire que cela arrive. D'abord, première fois qu'un pogrom en Israël arrive comme cela, première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on n'a jamais vu un non-lieu pareil. Donc moi, c'est ça qui me pose problème, pas qu'à moi, mais pas qu'aux juifs, pas qu'aux Français de confession juive. Énormément de Français, plus de 75% des Français sont totalement scandalisés, choqués. Donc on attend le 7 février, mais surtout, j'attends de voir quel discours il va avoir ce 7 février-là. Moi, les mots sont très importants, et même entre les lignes, même le non-dit va être très important ce jour-là. André Valigny, c'est important ce 7 février. Il arrive un peu tard, évidemment, après le pogrom du 7 octobre. Oui, c'est vrai que c'est un peu tard, 4 mois après. Je ne sais pas pourquoi le président a attendu autant. Je ne me l'explique pas. Cette prudence, il faut toujours de la prudence en diplomatie, bien sûr, mais enfin, je ne me l'explique pas. Je reviens d'un mot sur l'Afrique du Sud qui attaque Israël, génocide. C'est incroyable que l'Afrique du Sud se prête à ce genre d'exercice, parce que le mot génocide renvoie à la Shoah, ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 en Allemagne, au génocide des Juifs. Donc, en l'espèce, si génocide il y a eu, c'est le génocide qu'a commis le Hamas le 7 octobre. Je ne comprends pas cette démarche de l'Afrique du Sud. C'est la version des valeurs qui a lieu depuis 7 octobre. L'agresseur devient l'agressé, la victime devient le coupable, et on le voit encore aujourd'hui. Monsieur Bakary, vous êtes maire de Neuilly-sur-Marne. C'est important, cette commémoration qui aura lieu le 7 février. Oui, moi, ce qui m'étonne quand même, et je rejoins ce qu'a dit Monsieur le ministre, c'est le silence d'Emmanuel Macron et la difficulté à se positionner. On a vu toutes les positions et leurs contraires en quelques semaines par le président de la République. Et en fait, ce manque de cap clair, défini, alors on le voit sur la politique intérieure, mais on le voit aussi sur la politique internationale. Et derrière, moi, ce que je crains, c'est que les différents hommages qui s'organisent soient simplement instrumentalisés dans un but qui est celui d'une politique extérieure assez peu définie finalement. Et j'ai peur qu'en réalité, ça soit assez loin de la volonté de réellement rendre hommage à telle ou telle victime. Donc moi je le crains, c'est comme ça que je le vois depuis des semaines, et cette difficulté à se positionner pour moi m'interroge fondamentalement. Vous n'auriez pas tergiversé? Non, mais il fallait une position claire. La politique je pose la question. Oui, non. Alors, Éric Revel, Geoffroy ensuite. Oui, depuis le début, que ce soit sur le terrain diplomatique ou même sur le terrain émotionnel, le président de la République est à côté de la plaque. Terrain diplomatique, on l'a rappelé. Un coup, le 23 octobre, il faut éradiquer le Hamas comme la coalition de Daesh. Puis quelques semaines plus tard, ça ne sera pas possible. Mais regardez bien, en fait, à l'origine, s'il avait participé à la marche contre l'antisémitisme, il ne se serait peut-être pas mis dans une situation où il célèbre ensuite la fête des Lumières pour les Juifs Hanouka à l'Élysée, ce qui a pu interroger et choquer d'autres personnes, puisque l'Élysée, c'est le temple de la République. Voilà. Donc en fait, on a l'impression que son cheminement
aussi bien diplomatique qu'émotionnel. Alors le 7 février, c'est une très bonne chose évidemment. Oui, c'est 4 mois après. Alors Franck Tapiro a raison, il faudra voir ce que va être le discours. Mais vous voyez, tout est compliqué. Mais avec des événements comme cela, on ne peut pas appliquer des slogans de politique politicienne comme celui du « en même temps ». On est d'accord. Geoffroy Lejeune, du JDD. En écoutant Éric, je me disais que je n'étais pas très choqué, moi, par Necker à l'Élysée, mais bon, je comprends le fait que ça a été une façon maladroite d'essayer de compenser. Cette fête des Lumières. Bien sûr. Écoutez, moi, ce qui me... Ça, c'est de la compensation. Voilà, je suis d'accord. Ce qui me dérange, c'est les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron a dû se positionner. Je pense qu'on son fort intérieur, objectivement, je mets de côté la question diplomatique. Je peux comprendre que ce soit compliqué de gérer des relations avec des pays dans la région. Je peux comprendre que ce soit compliqué d'avoir une position équilibrée, de maintenir la ligne gaullienne en réalité qui est celle de la France depuis toujours. Je comprends que dans le contexte ce soit difficile et je ne jetterai pas la pierre à Emmanuel Macron là-dessus, même si en effet je suis d'accord, on ne comprend pas ce qu'il essaie de faire. En revanche, sur la question intérieure, là pour le coup il est seul souverain en France, la raison pour laquelle Emmanuel Macron a tergiversé au moment de la marche contre l'antisémitisme et la raison pour laquelle l'hommage est si tardif, il l'a dit lui-même en réalité. Il a accusé quasiment de jeter de l'huile sur le feu d'une potentielle guerre civile les gens qui l'incitaient à venir à la marche contre l'antisémitisme. Pourquoi et puis il y a l'épisode dont vous vous souvenez évidemment de l'invitation très cordiale de Yassine Bellatar à l'Élysée pour prendre le pouls des banlieues. Tout est résumé dans cette séquence en réalité. On comprend très bien qu'aujourd'hui, il y a une masse arabo-musulmane en France qui peut être vindicative à l'égard d'Israël, certains sondages l'ont montré depuis, et vis-à-vis des Juifs en France, et qui aujourd'hui fait peser une pression en réalité, sur les épaules de notre monarque républicain. Donc on achète la paix sociale, c'est ce que vous nous dites, Geoffroy Lejeune, avec cet entre-deux. On n'achète pas la paix sociale, on évite la guerre civile. Oui. Carrément. Okay. Franck Tapiro et M. Bakkari. Mais pour moi, c'est le mur. On est déjà dans le mur. D'accord. On ne peut pas diriger un pays comme la France déjà avec la peur. On ne peut pas instrumentaliser le conflit en France, sachant qu'on a la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté arabo-musulmane d'Europe. C'est impossible. On doit être clair. Comme le 7 octobre au matin où Emmanuel Macron, je le répète, a été extrêmement clair. Bon. C'est en ayant peur de déplaire qu'on fait toutes les erreurs possibles. Et personne ne comprend. On a instrumentalisé une guerre entre juifs et arabes qui n'a jamais existé en France. Moi, je prends l'Union sacrée depuis des années. Eh bien, je peux vous dire depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, aujourd'hui, ça devient tendu. Donc, encore une fois, l'exemplarité vient toujours du dessus. Il faut arrêter, il faut être clair. Il faut évidemment soutenir Israël dans son combat contre le Hamas et tenir la ligne, puisque ça a été la ligne de la France depuis le démarrage. Juste pour compléter, parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit ici. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le manque de positionnement. Et à force d'éviter de se positionner pour l'une des communautés, en réalité, parce que c'est comme ça que c'est vécu, il se met tout le monde à dos. Et au final, on n'a pas de ligne, on ne sait pas où on va et tout le monde est mécontent du chef de l'État qui ne prend pas de position. C'est ce qui est très dangereux et nous, on le voit. Alors, on n'a pas eu, heureusement, dans nos villes de difficultés pour l'heure, mais combien de temps est-ce que ça va durer ? À force de ne pas décider de cap clair et de donner un cap clair, effectivement, je pense qu'on va droit dans le mur. On va faire une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera le diagnostic qu'a fait le président du bilan des émeutes. Alors, avec cet étonnant diagnostic sur le fait que c'était des jeunes qui s'ennuyaient. Alors, vous allez nous dire comment ça s'est passé à Neuilly-sur-Marne et qui sont ceux qui ont dévasté votre ville, monsieur le maire, puisque je crois que ça a coûté 2 millions d'euros à votre commune. A tout de suite dans Punchline.